Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Elisabeth, une diagonaliste, mais pas que, qui partagera son expérience. Bonjour Elisabeth, merci beaucoup de participer à ce podcast. Peux-tu dans un premier temps te présenter? Bonjour Marc, je suis Elisabeth Lavaille et je fais du vélo. Mais encore, depuis quand tu fais du vélo et comment tu as commencé la longue distance? Alors écoute, j'ai commencé à faire du vélo quasiment tout de suite par des grands parcours en 2003 avec un premier voyage avec mon compagnon d'alors de Paris à Mâcon, qui s'est pas forcément très très bien passé, pas trop mal, mais quand même un petit peu bancal, canicule et puis vélo inadapté, différence de niveau avec mon compagnon, etc., etc. Mais quand même, ça a été une belle expérience, une belle découverte des paysages notamment qui m'ont ébloui. Si bien que 2 semaines plus tard, je suis repartie seule cette fois pour faire un voyage d'Évreux à Bayonne, donc 900 kilomètres que j'ai fait finalement en 9 jours, à ma grande surprise. Cette fois-ci, je suis partie seule et j'ai roulé à mon rythme. J'avais pas d'objectif précis, j'étais en vacances, grandes vacances, donc j'avais tout mon temps. Et j'ai été très surprise de voir que j'étais capable de faire 100 kilomètres par jour, tous les jours pendant 9 jours. Et ça a été vraiment une expérience qui m'a enthousiasmée. Et depuis, j'ai pas arrêté de partir à vélo pendant mes vacances en Bon, France, et essentiellement. pardon, quand tu as commencé ton premier Paris-Mâcon, tu étais déjà sportif ou pas forcément? Bah, pas trop du tout, hein, parce que j'avais fait petite un petit peu d'équitation de 7 à 17 ans. Ensuite, j'avais complètement arrêté. Je faisais un tout petit peu de danse. Je prenais des cours de danse 1 ou 2 heures par semaine depuis 2 ans. On peut pas dire que ça allait très très loin. Donc non, j'avais carrément pas d'entraînement sportif et je pensais absolument pas être capable d'aller aussi loin à la force du mollet. Ça a été une révélation vraiment. Et enfin, c'est quelque chose que je trouve magique de découvrir qu'on est capable d'aller loin tout seul par ses propres moyens mécaniques. C'est très très enthousiasmant et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Dans ton premier Paris-Bayonne, tu avais déjà connaissance de la Fédération française, des BRM, etc., de toutes ces organisations ou pas? Alors, pas du tout. Mais alors, tellement pas. C'était un monde qui ne m'intéressait pas. Et en fait, je n'avais absolument pas besoin de ça parce que j'avais appris, j'avais des cartes routières, j'avais appris à me débrouiller avec. J'ai acheté toutes les cartes de toute la France. J'avais les Michelin régionales au 200 millième plastifiées et c'était parfait en fait. Avec ça, j'avais pas besoin d'autre chose. J'avais compris qu'il fallait que je prenne des petites routes. Sur les Michelin, il y a des itinéraires bordés en verre, routes pittoresques. Et en fait, je me suis toujours démerdée à tracer mes propres itinéraires depuis le début. Donc, je n'ai pas du tout appris en fait le vélo à travers l'encadrement d'un club et je n'ai jamais eu besoin d'un club. Si je suis venue au club, c'était vraiment pour d'autres raisons et dans une autre optique. Mais j'ai vraiment fait pendant 10 ans du vélo totalement hors des clubs et sans m'y intéresser le moins du monde en fait, hein. Mais j'étais très solitaire et je faisais ça dans mon coin. Et comment tu as eu connaissance alors des clubs et tu t'es dit un jour, tiens, je vais adhérer à un club? Alors, en fait, ça a commencé par des messages sur le forum Pignon Fixe, sur lequel j'étais assez assidue à l'époque. Donc, cette époque en question, c'est 2013-2014. Et j'ai vu passer des messages sur Paris-Brest-Paris. Et je connaissais pas bien la Bretagne. C'est des coins où j'étais pas trop allée. Donc je me suis dit, ah tiens, c'est marrant ça, c'est sympa. Puis alors, c'est vrai que j'avais vraiment, en 10 ans, j'avais quand même eu le temps de bien bien sillonner la France. Et donc l'idée d'un défi pour renouveler un petit peu mes parcours, mes circuits, mes habitudes, c'était quelque chose qui me plaisait. Et c'est ainsi que j'ai découvert l'Audax Club parisien, la Fédération française de cyclotourisme, etc., etc. Donc,
Je me suis, j'ai commencé les BRM en fait à ce moment-là et j'ai rencontré des gens qui étaient en club et ça s'est fait très progressivement à travers le projet de faire Paris-Brest-Paris en 2015. Donc, projet est très rapproché par rapport à ta rencontre avec les clubs et les BRM. Donc, après 10 ans de vélo quasi hors organisation, tu t'es dit, je me lance dans une vraie longue distance encadrée avec un début, une fin et un délai. C'est ça? Ouais, mais j'avais pas du tout conscience de tout ça en fait. Je pense que vraiment, je me suis dit, oh, l'idée est marrante. Et puis, euh, et puis après, j'ai commencé, j'ai commencé à regarder ce que c'était. J'ai fait, bon. Et puis, comme je suis un peu têtue, j'y suis allée quand même. Voilà. Et ça s'est très bien passé. Donc, ça m'a ouvert de nouvelles perspectives. Alors, ça s'est très bien passé, mais accords, parce que Paris-Brest-Paris, la distance est longue, le sommeil est raccourci. Comment tu as géré cette première édition? Alors en fait, d'abord j'ai fait la série des brevets et c'est quand même une très très bonne, c'est un très bon entraînement. Il faut bien dire les choses. Le fait d'être obligé de passer par bon évidemment 200, 300, mais aussi le 400 et le 600, c'est un vrai entraînement. Et donc je suis partie. C'était ma première longue distance. C'était une inconnue. J'avais jamais fait aussi long. Le sommeil, j'ai dormi à Brest. Je pense que c'était une connerie, hein. J'avais entendu les discours comme quoi voir Brest et dormir. Et puis pour moi, qui suis une grosse dormeuse, je pense que il aurait fallu que je m'arrête avant parce que j'ai vraiment vraiment peiné avant d'arriver à Brest. Et puis j'ai bien dormi à Brest là. Par contre, j'ai fait une nuit de 8 heures. J'étais à l'hôtel. J'ai pris 2 heures pour un petit déjeuner pantagruélique. Je suis repartie, j'étais refaite. Et puis voilà. Donc ensuite, j'ai refait une espèce de one shot en dormant par-ci par-là des micro-siestes ou 2 heures par-ci dans un fossé. Et puis c'était un peu à l'arrache à cette époque-là. Mais donc, tu as fait 51 Brest sans t'arrêter. Ouais, Enfin, à part des petites pauses, hein, j'entends. ouais. Ok, donc félicitations, retour de ce Paris-Brest 2015 aussi quand même, hein. Et ta rencontre avec l'ACP, c'était après? Tu fais partie Oui, de c'était l'ACP, tu après. les as rejoints quand? En fait, ça s'est fait par des chemins tortueux, puisque en fait, après 2015, comme j'ai aimé cette expérience, j'ai voulu refaire, et il y avait quand même pas grand-chose à l'époque. Donc, la seule chose qui existait en dehors n'était pas du tout une organisation fédérale, c'était les Born to Ride de Luc Royer, qui a eu une idée extraordinaire, hein. Il faut vraiment lui rendre ça parce que il a pris un relais. Il y avait un vide vraiment à ce moment-là, et donc il avait organisé c'est pas la première Born to Ride, mais c'était la première sous ce format-là, où en gros, il y avait plus de 1000 kilomètres qui partaient de Vézelay et qui arrivaient à Barcelone, avec une thématique qui était les cathédrales. Et donc, ça a été vraiment une très, très belle expérience. On n'était pas nombreux à partir, on était une soixantaine. Et en fait, ouais, ça a été une super expérience. J'ai rencontré plein de gens que j'ai continué à fréquenter par la suite. Et, et puis, j'ai roulé notamment avec François Paoletti et Jean-Pierre Mouniot, qui étaient à l'époque au cyclosport de Pantin. Et Jean-Pierre en était le président, je crois, et donc il m'a un peu vendu l'adhésion dans un club. J'ai suivi. Au CSP, en réalité, j'étais pas vraiment dans mon élément. J'y suis jamais allée en fait. J'arrivais pas à me lever le matin pour aller suivre les entraînements, et donc c'est Jean-Pierre lui-même qui m'a dit non mais en fait ta place elle est pas là. Va à l'ACP, t'aimes la longue distance, c'est quand même plus en rapport avec ce que tu fais. Et comme je venais de rouler une flèche Vélotio avec des copains qui étaient à l'Odex Club parisien, ça s'est fait tout naturellement à cette occasion. Ok, et là tu as rejoint un club vélo. Alors justement, admettons que je fais du vélo en dehors de toute organisation, je rentre dans un club, c'est quoi l'intérêt pour un cycliste du dimanche de rejoindre un club? Alors, je sais pas si je suis la meilleure personne pour te répondre parce que moi, je suis pas rentrée dans le club par intérêt. Moi, je suis rentrée dans le club en me disant,
Ça fait des années que je profite de super petites orgas. Là, je venais de faire, j'avais fait Paris-Brest-Paris, j'avais fait plein de BRM. La Flèche Vélotio, c'est une épreuve extraordinaire en équipe. Ça m'avait enthousiasmé. Et tous ces trucs-là, c'était organisé par des bénévoles et par l'Audax Club parisien, pour essayer de rendre un peu la monnaie de la pièce après avoir bien profité de toutes ces organisations, que ce soit les BRM, le Paris-Brest-Paris, la Flèche Vélotio. Tout ça, c'est organisé par le Dax Club parisien et je trouvais ça quand même important, après avoir reçu, de s'investir et de donner un petit peu de son temps. Mais je pense que, en fait, non seulement j'ai donné un peu, mais j'ai beaucoup reçu aussi. Donc, je peux quand même te parler un peu de ce qu'on reçoit dans un club. En fait, on rencontre une émulation. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce sont des rencontres. Tu vas rencontrer des gens qui partagent la même passion que toi et qui vont pas trouver bizarre alors que t'es pas du matin, que tu mets ton réveil à 4 heures pour partir à 5 heures dans la nuit, alors qu'il fait 3 degrés et que il est prévu de la pluie et du vent contraire pour faire 300 kilomètres. Et personne dans ce club, le Dex Club parisien, ne va te regarder avec des gros yeux. On va dire, bah ouais, ça va pas être forcément une partie de plaisir, mais bon, oui, ça se fait, quoi. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première chose. C'est-à-dire on est une communauté. C'est un mot qui est à la mode, mais en fait, un club, à la base, c'est ça. Hein, c'est une communauté de gens qui partagent la même passion. On parle le même langage, on a la même pratique. Et puis ensuite, bah, il y a le côté un peu, comme je te disais, émulation. On est engrainé dans des idées à la noix. Ah tiens, moi je fais ce truc-là. Oh, ça a l'air cool ton truc. Ah ouais, puis moi je ferais bien ce truc un peu. Et alors, il y a quand même quelque chose de très particulier. Mais là, je vais parler plus de la longue distance que des clubs du dimanche. Euh, c'est euh, c'est que quand on partage une épreuve de longue distance, on va vraiment, comme on va un peu au bout de soi-même. Quand on va au bout de soi-même avec d'autres gens qui vont eux-mêmes un peu au bout d'eux-mêmes, il se crée quand même une communication qui est à nul autre pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on n'est plus du tout dans la représentation, où on n'est plus du tout dans le superficiel, et où bah, on atteint quelque chose d'assez essentiel finalement. Si bien que quand on partage notamment des difficultés, des moments un peu durs, ouais, un peu difficiles, on a vraiment une espèce de soudure avec les autres qui est très particulière. Et en plus, on s'est montré à nu. Hein, les camaraderies de longue distance sont des camaraderies très particulières, uniques, vraiment. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce qu'on est très très loin de la superficialité des rapports avec des gens qu'on connaît à peine. Là, ce sont des gens qu'on connaît à peine. Parfois, on fait des dizaines, voire des centaines de kilomètres avec des gens avant de leur demander ce qu'ils font comme métier, par exemple. Parfois, on oublie aussi de leur demander comment ils s'appellent. Mais on va savoir des choses qu'ils n'ont dit peut-être que à leur frère ou à leur sœur au bout d'un certain temps, quoi. C'est vraiment particulier. Il y a une intimité qui se crée, qui est particulière. Donc ça, c'est quelque chose qui est plaisant. Bon, je me suis un peu égarée là. Donc pour revenir à l'intérêt du club, voilà, la communauté, les bonnes idées, la convivialité aussi, parce que dans un club, on fait pas que rouler. Il y a souvent des réunions conviviales, des apéros. Et puis aussi, on organise ensemble. Et quand on organise ensemble, bah, ce sont des moments de partage vraiment sympas avec les copains où finalement on est hyper content de faire passer des bonnes journées aux autres cyclistes. Donc c'est très gratifiant de bénévoler quand on voit à quel point les gens sont contents de la journée qu'ils ont passée. On se dit bah voilà, moi j'ai fait passer une bonne journée à 200 personnes aujourd'hui. J'ai pas perdu ma journée en fait. Et en plus j'étais avec les copains et c'était cool. Quand tu parles de partage sur la longue distance, de connivence, il y a une solidarité entre des cyclistes qui font de la longue distance? Ah, carrément. Oui, bien sûr. Enfin, c'est une base en fait. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je pense qu'il y a certaines courses que je ne ferai pas. Bon, déjà, j'aime pas forcément l'idée de la course, mais je trouve que quand on n'a pas le droit de s'entraider,
C'est quelque chose qui est contraire, moi, à mon état d'esprit. Et je trouve qu'en plus, spontanément, quand on fait de la longue distance, on voit quelqu'un qui fait la même chose que nous, on sait que c'est dur et qu'on le voit en galère, ne pas essayer de donner un coup de main, enfin, je sais pas, c'est nul. Et moi, j'ai toujours été secondée quand j'ai eu des difficultés et je me suis toujours arrêtée quand j'ai vu quelqu'un en difficulté sur une épreuve un peu de longue distance, un peu difficile. Alors, on parle de longue distance. On est sur le podcast qui s'appelle Diagonaliste. Des diagonales, tu en as fait pas moins de 10. Te souviens-tu de ta première diagonale? Oui, je m'en souviens très bien. C'était un Dunkerque-Perpignan que j'ai fait. Alors, par contre, je me souviens plus quand. C'était il y a quelques années. Je crois que c'est en 2018, mais j'en suis pas sûre. Enfin, c'est pas très important de toute façon. Voilà, j'avais choisi ce parcours parce que j'ai des origines dans le Roussillon, j'ai des copains là-bas, j'y vais très souvent, donc j'y vais très souvent à vélo. Donc des Paris-Perpignan, j'en avais fait beaucoup, et donc c'était un itinéraire qui m'était familier. Donc pour me lancer dans un nouveau format, c'était bien d'avoir cette familiarité-là. Et puis voilà, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé d'avoir la liberté de tracer mon parcours comme ce sont voilà, comme j'avais fait beaucoup de Paris-Perpignan, j'ai pu varier en fonction de mes envies du moment. Ah bah ça, je suis pas passée par là depuis longtemps. Ah mais ça, je suis passée l'année dernière. Ah là, vraiment, c'était tellement beau, je veux revoir. Donc je me suis fait des zigzags qui ont un peu interloqué, je pense, les diagonalistes qui ont reçu ma feuille de route, qui se sont dit la petite nouvelle, elle fait n'importe quoi. Et puis voilà, j'ai fait un beau voyage, j'en étais très contente, ça a été une belle expérience. Et j'ai tout de suite eu envie de continuer. Et puis surtout, il y a quand même cette particularité des diagonales qui est la rencontre avec les saristes. Et dès cette première diagonale, j'ai eu la chance de rencontrer des saristes. Et alors, je me souviens pas forcément de tout, mais ce qui m'a marqué vraiment, c'est en fait, cette surprise de voir surgir quelqu'un qui a pour but de te rencontrer. Alors que toi, tu es paumé dans ton voyage, là, tu as fait des centaines de kilomètres, il t'en reste encore des centaines, et là, surgit de nulle part un cycliste avec une banane. C'est quand même magique. Voilà, c'est hyper sympa, c'est unique, hein, c'est un charme qui est, euh, qui est formidable, hein. Et y a rien qui ressemble à ça dans dans les autres épreuves de longue distance. Donc, le SAR, c'est vraiment la patte des diagonales. Et j'en déduis que cette première diagonale, tu l'as réalisée en solitaire. Oui. Et tu n'as pas peur d'être toute seule au cœur de la nuit, en longue distance. C'est souvent une crainte que j'entends, hein. Comment toi tu vis ça? Alors moi, j'ai pas trop réfléchi en fait. Je dois. Non, j'ai jamais eu trop peur. Et puis, en fait, j'avoue que j'aime quand même cette très légère, ce léger frisson qu'on a dans la nuit, mais qui, à mon avis, bon, il y avait peut-être sous-jacent dans ta question, la question, étant une femme, n'as-tu pas peur? Euh, donc, euh, disons que je me suis pas posé la question en tant que femme. Et en tant qu'être humain, j'ai vraiment aimé ce très léger frisson de la nuit dans la forêt. La forêt, vraiment, c'est un truc ça me fascine. La nuit dans la forêt, je me retrouve plongée dans les contes de fées avec les petits enfants qui sont perdus, qui voient des lumières, mais est-ce que c'est la maison de l'ogresse? Enfin, voilà, donc il y a effectivement une petite inquiétude et en même temps un silence, une tranquillité, les bruits des animaux. Enfin, c'est une ambiance très particulière. Donc moi, je l'apprécie beaucoup. Et si jamais je suis parce que ça arrive à tout le monde de pas être très en forme ou d'être un peu, de pas se sentir forcément bien. Dans ces cas-là, je mets de la musique. Et la musique vraiment fait passer ça. Objectivement, je pense qu'on n'a pas trop de crainte à avoir la nuit sur
En semaine, il y a personne, en fait. Les routes sont désertes et en plus, on est très, très visible. Donc, on est doublé de façon très respectueuse par rapport à ce qui peut se passer dans la journée. Donc, en termes de cohabitation avec les véhicules motorisés, c'est bien mieux la nuit. Et puis, en termes de mauvaises rencontres, en fait, je crois que là, si on commence à réfléchir comme ça, on fait plus rien, en fait, hein. Moi, ma plus mauvaise rencontre, celle qui aurait pu vraiment mal tourner, elle s'est produite un lundi à 10 heures du matin, en bas de chez moi, Paris 9e. Et là, j'ai rencontré un vrai psychopathe. Ça n'a pas été au fin fond d'une forêt de Sologne à 4 heures du matin, quoi. Donc, ne pas avoir peur. Et peut-être les peurs sont imaginaires, mais il faut se lancer. Ouais, en fait, le risque, il existe partout, tout le temps. Et pas forcément plus à ce moment-là. C'est-à-dire que effectivement, on a tout un imaginaire de la nuit, l'inconnu, les ténèbres, etc. Mais en termes de risque réel, je suis pas sûre que effectivement il y a une grosse différence avec une capitale bouillonnante de jour. On va continuer sur les eurodiagonales, mais avant, comment tu fais le lien entre une diagonale en solitaire où tu es avec toi et un Paris-Brest-Paris où tu es avec toi, mais avec 7000 et quelques autres cyclistes? Ah, alors ça, je sais pas en fait. Moi, je pars toujours dans l'optique que je suis seule. Sauf le dernier Paris-Brest où je pouvais pas partir dans cette optique-là parce que j'étais en tandem. Donc, nous étions à deux et ça a été une super aventure à deux. Mais sinon, je, je me sens très indépendante en fait, très autonome. Donc, si je rencontre des gens, c'est bien. Si je rencontre pas de gens, bah, c'est bien aussi. Ok, les deux sont Voilà, compatibles, on peut aimer les deux en tout cas. absolument. Les eurodiagonales, tu en Oui. as réalisé. Une seule cet été et ça a vraiment été une superbe expérience. Bon, je pense que le pays y est aussi pour beaucoup. Je suis partie de Malaga pour rejoindre Perpignan et je l'ai fait cet automne et c'est une période absolument extraordinaire. Donc vraiment, bon, l'Espagne en plus, c'est quand même déjà c'est magnifique, c'est assez sauvage. Et puis, bah, les automobilistes sont tellement respectueux, c'est un bonheur. On se sent là vraiment en sécurité, on se sent pris en compte. Au même titre, on est sur un pied d'égalité avec le véhicule motorisé. Personne ne nous malmène. C'est vraiment très appréciable. Et puis alors, la période était extraordinaire, quoi. C'était vraiment des couleurs, ouais, les paysages somptueux. Je tiens à préciser quand même que j'ai pas longé trop le bord de mer et que je suis passée par la montagne. Donc c'était sportif, mais franchement ça vaut le coup de passer par les Sierras et de découvrir ces montagnes, c'est des montagnettes hein, plus que c'est pas de la grosse montagne, mais elles sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Donc j'ai déjà envie de la refaire en fait, de la refaire dans l'autre sens. Ok. Donc les eurodiagonales, c'est le même concept, sauf que c'est en Europe, sauf que les distances sont plus courtes par jour, tu as plus de temps de promenade, de tourisme, etc. C'est une diagonale déclinée de manière différente. Il te reste une diagonale à faire, il me semble, c'est la plus longue, c'est Brest-Menton. Oui, Elle est prévue pour absolument. quand? Elle est prévue pour cet été. Ouais, ouais. Mais celle-ci, elle sera en solitaire parce que c'est une diagonale avec beaucoup de dénivelé. Et donc, surtout si je finis par la bonnette. Donc, c'est vraiment, à mon avis, impossible de trouver quelqu'un qui a le même rythme que soi dès qu'on a des gros dénivelés comme ça. Donc, celle-ci, elle est prévue en solitaire. Et celle que j'ai faite à plusieurs, c'était des diagonales plus plates. Ou alors, bon, quand on est à deux, c'est différent parce que on choisit un binôme avec qui on a un niveau à peu près compatible, à défaut d'être équivalent. Et puis les deux diagonales que j'ai faites en groupe, c'était des diagonales assez plates, Brest-Strasbourg et Menton-Andaille. Et Menton-en-Daille, comme on dit souvent, pardon, qu'elle est courte, mais il y a un grand risque de vent de face selon la période. Comment ça s'est ah ouais, passé? voilà, ça a été une catastrophe. En fait, ouais, ouais, bah oui, de Menton à Andaille, on a eu le vent dans le nez tout du long. Ouais. Mais bon, on était six et ça a été quand même une belle expérience.
Et ça s'est très bien passé aussi. Avec des saristes, et quand je pense aux saristes, je pense à Brest-Strasbourg. Peut-être avais-tu rencontré Jocelyne à Strasbourg? Oui, oui, absolument. Elle était même venue, alors je sais plus exactement où elle nous avait rejoint, mais elle avait fini tout le parcours avec le canal de la Bruche pour rentrer sur Strasbourg avec nous. Et donc, c'était super parce qu'en plus, on avait vraiment fait une grande réussite. On était très nombreux. Nous étions deux groupes de diagonalistes. On était 10 en tout, donc 5 femmes et 5 hommes. Et il y avait vraiment une cohésion sur la fin qui était géniale. Et on a tous fini exactement au même rythme. C'était beau. Et en plus avec Jocelyne. Donc là, c'était la fête à l'arrivée. C'est l'apothéose. C'est pas trop Exactement. difficile quand tu as un grand groupe pour gérer les temps d'arrêt, pour les faire au plus court possible. Si, c'est difficile, surtout que moi, je suis pas la pro des arrêts minutes. J'aime bien entraîner, donc je me laisse facilement engrainer. Non, c'était compliqué. Le nombre n'était pas du tout une facilitation, loin de là, hein. D'autant plus que là, pour le coup, on a eu plutôt eu le vent dans le dos. Et donc, on n'était pas du tout, on n'avait pas besoin d'un peloton pour aller plus vite. Donc, le nombre est plutôt une Mhm. difficulté supplémentaire en termes de logistique et effectivement en termes d'arrêt, il y a une inertie de groupe qui est forcément plus grande que quand on est tout seul. Mais en même temps, c'est une expérience collective qui est assez unique. Et donc, je crois qu'elle nous a vraiment marqué tous, cette diagonale, et que ça restera un souvenir important. J'en suis convaincu. Nous avons les diagonales. Tu vas donc faire Brest-Menton cet été. Et d'ici là, il y a une quantité de BRM qui sont organisés par l'Audace Club parisien. Et notamment, je ne sais pas si c'est un BRM ou pas, mais il y a le 200 Nana. Est-ce que c'est un BRM? Et qu'est-ce que tu peux dire sur cette aventure qu'est cette longue distance, les 200 Nana? Oui, les 200 nanas sont un BRM. Donc, c'est un BRM 200 qui est exclusivement féminin. Il est né un peu d'une espèce de d'image qui m'a prise de voir plein de femmes s'élancer pour faire une grande distance. Ça a pris cette forme, ça a eu du succès dès le début, donc dès 2021. Cette année, on va organiser la 5e édition. Donc depuis qu'on l'a faite avec le Dax Club parisien, on l'a fait chaque année et avec un succès qui ne s'est jamais démenti. Donc, c'était parti au départ, l'idée était vraiment de montrer qu'il y avait une grande quantité de femmes qui faisaient de la longue distance. Et ensuite, il y a eu quelque chose que je n'avais pas du tout prévu, c'est que ça a été aussi un tremplin pour toutes celles qui, jusqu'à présent, n'osaient pas forcément se lancer sur la distance des 200 km. Et donc, beaucoup se sont motivés avec des copines pour faire leur premier 200 sur cet événement-là. Alors, il faut dire aussi qu'il est un peu particulier parce que il y a une ambiance qui ressemble pas aux autres BRM, qui est, en fait, il est plus cool. Typiquement, les bénévoles qui ont l'habitude des autres brevets nous disent, ah, mais c'est dingue, au départ, elles sont décontractées. Si elles partent 5 minutes plus tard, c'est pas grave. Enfin, voilà, la question du temps est beaucoup moins présente. Euh, Elles sont plutôt là pour passer la journée avec les copines, pour faire leurs défis, pas pour faire un temps. Au passage, quand même, dans les brevets, il n'y a pas de classement, hein, donc c'est vrai que cette histoire de faire un temps, c'est uniquement un défi perso, mais c'est clairement pas la majorité des femmes qui s'emparent de ce type de défi. Elles ont plus envie de partager un moment avec d'autres personnes, d'en rencontrer. Et donc, on les soigne aussi particulièrement. On fait un ravito, ce qui ne se fait pas d'habitude sur les brevets, hein. Les brevets se font en autonomie. Là, on fait un ravito intermédiaire. C'est un peu la fête, quoi, hein. Il y a ce côté très festif qu'on essaye de mettre en place sur tous nos BRM, mais qui est spécifiquement présent sur les 200 nanas. Si je prends tous les BRM, est-ce que parmi ces BRM, il y a une patte spécifique de l'ACP? Qu'est-ce qui vous différencie, vous? Ou c'est quoi oui, votre spécificité? En fait, les brevets ont été inventés par l'Audax Club parisien. Ils sont tous chapeautés par l'Audax Club parisien.
Nous, on en organise comme n'importe quel club, quelques-uns, hein, bien sûr, mais globalement, on est quand même à l'instigation de tout ce qui va se faire partout dans le monde comme brevet. Quand je suis rentrée dans l'organisation des brevets de l'Audax Club parisien, on m'a dit tout de suite, il faut être exemplaire, on doit montrer l'exemple. Il faut que nos brevets soient particulièrement soignés, bien organisés. Donc, ça peut se traduire de plusieurs façons, par la présence des bénévoles, mais moi, donc, elle est évidemment très importante, hein. Moi, ce qui me touche le plus, étant très gourmande, c'est la qualité des ravitaux. Et puis, je trouve aussi qu'il est important que dans ces ravitaux, il y ait des choses qui ont été faites maison, qui ont été fabriquées par les bénévoles parce que bah déjà, c'est moins cher, donc c'est une économie. Et puis, c'est aussi une attention portée aux autres. Or, dans cette idée associative, c'est qu'on va donner du temps pour faire passer une bonne journée à tous les participants qui se sont inscrits à notre organisation. Et donc, c'est une façon de leur montrer qu'on fait attention à eux et qu'on les chouchoute, qu'on a passé du temps en essayant de leur faire plaisir. Et vos BRM rencontrent un certain succès. À chaque fois, vous avez beaucoup de participants. Oui, 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 clairement, on a des chiffres qui sont en hausse. Bah, globalement, l'Audax Le Parisien est un club qui va bien. Il a doublé d'effectifs lui-même en 5 ans. Et puis la participation au brevet, elle est en hausse. Mais c'est lié aussi à la conjoncture, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pratiquants. Et je pense qu'il y a plein de choses qui sont complémentaires. Donc, moi, évidemment, je suis très attachée au monde associatif, mais il y a des organisations à but lucratif qui font beaucoup de communication, qui amènent quand même des gens à la longue distance, ces personnes qui après découvrent que nous existons pour 10, 20, 50 ou 100 fois moins cher, et donc on les récupère. C'est très bien pour nous. Et puis, il y a aussi d'autres organisations plus informelles. Je pense par exemple au Classic Challenge à Paris. C'est une organisation qui est totalement complémentaire avec nous parce que ça fait une fois par mois, il y a une distance de 100, 120, 150 km qui est organisée. C'est gratuit, ça draine énormément de monde et c'est d'excellents entraînements pour les brevets. Donc, en fait, il y a plein de gens qui commencent par les Classic Challenge et qui finissent par faire des brevets. Donc tout ça, il y a un vivier, il y a un écosystème qui va bien, surtout dans les grandes villes, je pense, hein, pour faire de la longue distance. Donc oui, nous on est vraiment sur une période ascendante, que ça soit parmi les membres du club, on n'a pas de problème de bénévolat, on a du monde, ou parmi les gens qui viennent faire notre organisation. Et les participants de vos BRM, de fait, sont majoritairement licenciés à la FF Vélo ou pas? Bah, ils l'étaient il y a encore quelques années, et puis là, clairement, ils ne le sont plus. Là, sur les chiffres, hein, les derniers chiffres sur le brevet de 200 km qu'on organise le 30 mars 2025, 60% des participants sont non licenciés. C'est C'est énorme. énorme. C'est Ouais. énorme. Ça veut dire aussi qu'on a vraiment bah, il y a des gens en fait qu'il faut convaincre et qu'il faut amener aussi dans le giron associatif, hein. Mhm. Tout à fait. Mais un beau vivier. Je te propose, Elisabeth, de quitter la CP, de revenir à toi, de revenir à ta pratique du vélo, et notamment, sur quoi roules-tu? Quel est ton type de vélo? Alors, je roule sur des randonneuses. J'ai la chance d'avoir des randonneuses sur mesure. La première, c'est un vélo Levacon en titane. Donc, c'est une randonneuse dont la base est quand même un vélo de course, mais avec un passage de roues un peu plus large. Donc, j'ai des roues de 28 avec des garde-boue. Et puis, le moyeu dynamo, les prolongateurs pour en faire une randonneuse. Et puis, sinon, j'ai également la chance de rouler sur une machine Perrin, donc des cycles Perrin. C'est une randonneuse en inox cette fois-ci, avec porte-paquet à l'avant, des roues en 650, des pneus beaucoup plus larges, en 38 avec garde-boue ou 42 à crampons pour en faire un gravel. Et là aussi, le moyeu dynamo, les prolongateurs, pour avoir une randonneuse de longue distance extrêmement confortable. Le confort est plus important que le poids.
Oui, enfin ça dépend pourquoi. Donc en fait, quand je pars faire de la montagne, je pense que par exemple sur la prochaine diagonale que j'espère faire cet été, donc Brest-Menton, je pense que je partirai sur le vélo en titane parce que je compte finir par les Alpes. Et donc pour Londres-Édimbourg-Londres, qui est plus long, enfin qui est qui risque d'être plus exigeant en fait en termes de délai aussi. Je vais certainement prendre, et puis où il risque de pleuvoir, je vais prendre la randonneuse en 38 avec les garde-boue. Donc, on a compris que ça, c'est le projet assez proche, Londres-Édimbourg-Londres, hein. Ouais, C'est à quelle période de cette année? c'est en août, En début août. août. Ok, identique à Paris-Brest, mais au milieu des 4 ans de Paris-Brest, quoi. En fait, c'est la logique, hein, c'est que bah, tous les 2 ans, il y a une organisation, soit Londres-Édimbourg-Londres, soit Paris-Brest-Paris. Donc, tu es parti de je ne fais pas de vélo à je fais beaucoup de longue distance. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui n'ose pas ou qui souhaite commencer ou qui se dit mais je ne peux pas, j'en suis pas capable, que ce soit à vélo ou la longue distance? Alors, la première chose, enfin, la certitude que j'ai, c'est qu'on se sous-estime. On sous-estime ses capacités. Vraiment, c'est c'est stupéfiant. Il faut essayer. Il faut vraiment essayer. Il faut pas forcément essayer avec un truc de dingue, parce que là, évidemment, on risque de se heurter à un échec. Mais il faut essayer déjà quelque chose. Quand les gens autour de vous vous disent si tu peux le faire, vas-y, etc., bah, il faut les écouter. Il faut, et faut y aller, il faut se lancer. Et je pense que ça, ça a toutes les chances de bien se passer. Il y a deux choses en fait. Soit faut y aller bien accompagné pour prendre confiance en soi. Et puis ça dépend aussi des caractères. Pour ma part, moi j'ai préféré faire les choses seule au début parce que je l'ai fait à mon rythme. Et donc j'ai préféré cette solution-là qui m'a permis finalement d'aller plus loin que quand j'étais accompagnée. Mais je pense que ça, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, ne pas se mettre des barrières en se disant je suis pas capable. On est beaucoup plus capable qu'on ne le croit. Et puis progressivement y aller, augmenter les difficultés. Et ça donne une formidable confiance en soi, en fait, de se rendre compte qu'on est capable de faire plein de choses qu'on n'imaginait pas au départ. Quand tu dis progressivement, est-ce que c'est aussi une manière de réussir à combattre, c'est pas le bon mot, ces douleurs, douleurs de fesses, douleurs de cervicales, douleurs de mains, qui au début peuvent être assez empêchantes pour faire de la longue distance? Il y a vraiment la question du matériel hein, qui est cruciale quand même. Donc, c'est une quête. Donc oui, il faut s'intéresser à sa position, il faut s'intéresser, enfin, l'étude posturale, à défaut de vélo sur mesure, elle est quand même assez fondamentale. Je pense que c'est difficile d'en faire l'économie quand on fait de la longue distance. Et c'est vrai que ça aide bien d'avoir des bons réglages pour éviter les douleurs, surtout que plus on vieillit, bah, plus on a le squelette qui est fragile, donc ça se passe. Voilà. Donc les bons réglages, c'est là aussi qu'il faut essayer de faire les choses progressivement. C'est-à-dire que les douleurs apparaissent à partir d'un certain seuil. Donc c'est rarement sur 150 km qu'on se rend compte que on a une selle qui fonctionne pas. C'est un petit peu après, ça va être 200, 250, parfois même plus, 300. Mais il faut tester. Il n'y a pas de Et, miracle. Hein. J'ai pas de recette, ça malheureusement, il y en a pas. Faut tester, faut être patient, faut bidouiller, il faut essayer, et puis on finit par tomber sur ce qui nous convient. et justement, tu parlais de selle sur tes vélos, tu as quoi comme selle? J'ai une selle qui est pas du tout conseillée pour ce que je fais. J'ai une C19. C'est une Cambium, une Brooks Cambium. Alors bon, moi je suis plutôt du type longiligne, donc j'ai pas du tout des hanches de matrone. Et chez certains fabricants, on nous conseille de prendre des largeurs qui correspondent à notre taille de pantalon. Donc moi, je fais des petites tailles et donc je suis supposée prendre une petite largeur de selle. Eh ben pas du tout. Il se trouve que j'ai des os totalement écartés, donc j'ai des ischions extrêmement larges et je m'en suis aperçue très tard. Hein. Donc ça a vraiment été là aussi une révélation, mais ça m'a bien amélioré la situation. Et donc je roule sur une C19 qui est supposée être une selle de ville
et sur laquelle on conseille une position droite. Donc, moi, je roule sur des prolongateurs. Donc, et ça me va très bien. C'est pour ça, il faut vraiment se méfier des discours des constructeurs. Il faut tester soi-même et on finit par trouver ce qui nous convient. En tout cas, mesurer ses ischions, Mm. c'est une base, hein. Il y a plein de recettes très simples. Mm. Bon, par exemple, mettre deux ou trois tranches de pain de mie dans un sac de congélation, s'asseoir dessus en slip pendant Mm. 2, 3 minutes. Et puis, quand on a fini, on voit les empreintes des petits os sur les tranches de pain de mie. Voilà. Et on mesure et on a l'écartement des ischions et on prend une selle qui fait 2-3 cm de Mm. plus, quoi, Mm. de large. Très bon conseil. Nous allons arriver au terme de ce podcast. Souhaites-tu ajouter autre chose? Bah non, écoute, à part que faire du vélo, profiter, partager ça avec ses amis et puis voilà. Eh bien, merci beaucoup, Elisabeth, en tout cas, pour avoir partagé ton expérience. Ton retour sera Merci à toi. précieux. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel @gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Merci également pour tous les commentaires que je reçois assez régulièrement. Encore une fois, merci Elisabeth. Au revoir. Au revoir, Marc.